Bonsoir, merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le vice-président Timoko Melet Kone est actuellement à Addis Abeba en Éthiopie. Au nom du président Alassane Ouattara, il prend part au 38e sommet de l'Union africaine. Les assises sont axées notamment sur la promotion de la justice réparatrice. L'autre enjeu reste la désignation du nouveau président de la commission de l'UA pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé vient d'échanger avec le président de l'Église protestante baptiste, le révérend Dr Yaédion Robert. Le chef du gouvernement ivoirien a exprimé sa gratitude pour les prières qui ont accompagné la CAN 2023. Il a aussi sollicité de nouvelles intercessions pour la paix et l'unité nationale. Dans ce 20h, nous jetons une lucarne sur les jeunes diplômés qui peinent à trouver un emploi après leurs études. La demande étant forte par rapport aux offres disponibles, pas facile de s'insérer après justement ces études ou une formation. Mais en attendant le boulot idéal, certains diplômés ont choisi de mener de petites activités afin d'être autonomes. Ils partagent leurs expériences dans ce journal. Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des U17 et U20 a eu lieu aujourd'hui. La Côte d'Ivoire connaît ses adversaires. Chez les U17, les Ivoiriens retrouvent le Mali, l'Angola et une autre équipe issue des barrages. Pour la CAN U20, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, est logée dans la poule A, notamment avec le Ghana. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le vice-président ivoirien Timoko Melet Kone est à Addis Abeba, en Éthiopie. Il prend part à la 38e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les assises se déroulent du 15 au 16 février, mais sont précédées de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif débutée hier. On prie pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé vient justement d'échanger avec le président de l'Église protestante baptiste pour la paix et l'unité nationale. Le chef du gouvernement a exprimé sa gratitude aux guides religieux pour leur implication dans la consolidation de la paix dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Marie-Chantal Akanda, Ulrich Kandongon pour le reportage. Cette rencontre entre le Premier ministre Robert Begré-Mambé et le révérend Dr Dion Yaye Robert au siège de son église dans la commune de Yopougon s'inscrit dans une dynamique de dialogue entre l'État et les leaders religieux en vue de renforcer la cohésion sociale. Au cours des échanges, le Premier ministre a exprimé sa gratitude pour les prières ayant accompagné la nation, notamment lors de la CAN 2023. Il a ainsi sollicité un soutien spirituel accru en cette année électorale. Le révérend Dr Dion Yaye a salué cette démarche du gouvernement et réaffirmé l'engagement de son Église à accompagner la nation. Monsieur le Premier ministre nous a apporté le message de la part du président de la République pour les prières que le corps ecclésiastique a adressées à Dieu pour la CAN. Qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un certain niveau par rapport au passé. Et tout cela est dû à la prière. Il y a l'action gouvernementale, bien sûr, mais tout est soutenu par la prière. Il y a beaucoup qui reste à faire. Et nous avons besoin de prier, mais quand même, on a un certain degré économique aujourd'hui pour lequel il faut dire merci à Dieu. Les élections, c'est un moment crucial pour la Côte d'Ivoire. Et il faut absolument la prière et que les cœurs s'accordent. Nous avons prévu un très grand programme qui va rassembler des centaines de milliers de personnes au stade Ebimpe en août. Cette coopération spirituelle et institutionnelle témoigne d'une prise de conscience collective de l'importance de préserver la paix. Voilà, et dans ce contexte de préservation et de la paix, l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire était aujourd'hui même à la permanence du Sénat à Abidjan pour un entretien avec la présidente du Sénat, Kandia Camara. Notez qu'il était porteur d'un message du président du Sénat égyptien. On en sait plus avec notre reporter Herman Guivé. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Côte d'Ivoire, son Excellence Chérif Magdi Rachad Saïf, à la permanence du Sénat d'Abidjan,
pour un tête-à-tête avec la présidente de l'institution, Kandia Camara. La coopération entre les Sénats égyptiens et ivoiriens, les questions d'actualité internationale, autant de sujets abordés au cours de cette audience. La coopération entre les deux Sénats, nous sommes en train d'organiser, de planifier une visite, Inch'Allah, prochainement pour Madame la Présidente au Caire, selon l'invitation par notre président du Sénat. Nous avons discuté aussi la création d'un groupe d'amitié entre les deux Sénats et ça sera un des sujets évoqués lors de cette visite prévue, Inch'Allah, dans le mois qui suit. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de discuter avec Madame la Présidente la situation au Moyen-Orient. J'ai transmis le message de l'Égypte, une solution basée sur deux États qui vivent côte à côte en paix. Madame la Présidente m'a affirmé la position de la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Ce sujet sera, Inch'Allah, évoqué aussi lors de la prochaine visite de Madame la Présidente. Opportunité pour les deux personnalités de saluer l'excellence de la coopération qui existe entre leurs États. Voilà, je vous conduis à présent en Allemagne où se tient une grande conférence et le thème « Pas de financement pour le terrorisme », une rencontre de haut niveau organisée par le ministère fédéral allemand des Finances. Et 5 pays africains y prennent part, dont la Côte d'Ivoire qui est représentée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Munich, en Allemagne. Le ministre d'État, ministre de la Défense, prend part à la conférence dénommée Nomani for Terror. Thème abordé, méthode de financement du terrorisme. C'est une conférence qui permet de faire le point sur le financement du terrorisme à travers le monde. Nous avons eu un point d'honneur à signaler le fait que le financement se faisait à travers plusieurs canaux, que ce soit donc le vol et la vente de bétail, que ce soit le trafic de drogue ou de carburant, que ce soit les enlèvements aussi, les enlèvements de personnes. Et donc bien entendu, il y a d'autres fléaux qui participent au financement du terrorisme. Partage d'informations, partage d'expériences. C'est une conférence très importante qui regroupe beaucoup de pays de tous les continents. Et l'Afrique était représentée principalement par 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Congo. Bien avant, Téné Birahima Ouattara a échangé avec Vinit Zanhar, responsable des ventes outre-mer de la société Rheinmetall, deuxième équipementier européen qui exerce dans 138 pays. Elle espère nouer un partenariat avec la Côte d'Ivoire. Ces engins peuvent être utilisés par l'armée ivoirienne pour des besoins logistiques et de défense aérienne. Voilà, et ici, en Côte d'Ivoire, le verdict est tombé hier, vous le savez. Damana Picasse et d'autres co-accusés ont été condamnés par la justice ivoirienne dans le cadre de l'attaque du 2e bataillon Projetal d'Abobo et notamment, ils ont écopé de 10 ans de prison. Notez qu'après ce verdict, le procureur de la République était face à la presse pour apporter des éléments de précision sur cette décision de justice. Moussa Konati. Le verdict est connu depuis le mercredi 12 février. Damana Picasse et Iko Lagui, condamnés à 10 ans de prison dans l'affaire de l'attaque du 2e bataillon Projetal d'Abobo. D'autres accusés, également condamnés à 5 ans. Kwa Justin écope lui aussi de 10 ans d'emprisonnement pour attentat contre l'intégrité du territoire national. Face à la presse, le procureur de la République fait des précisions sur cette décision de justice. Monsieur Damana Picasse a été cité par l'un des accusés qui est dans le milieu, dans le dispositif même de la lutte et dans les différents dossiers d'action subversive comme étant le financier. Alors donc, les éléments du dossier sont assez probants qui attestent que M. Damana Picasse était le financier. Le cas de M. Kwa Justin, c'était le 14 septembre 2020, c'est-à-dire la date à laquelle le Conseil constitutionnel devait publier la liste des candidats autorisés à participer à l'élection présidentielle. C'est là où il a essayé de chauffer à bloc ses militants et sympathisants en leur demandant de se préparer physiquement
mentalement et de descendre dans les rues, partout en Côte d'Ivoire, sur une période infinie, en créant le chaos. Et il n'a pas nié. Le procureur de la République indique qu'il ne s'agit pas d'un procès lié à des faits politiques. Les faits qui sont reprochés à M. Damana Picasse et autres, tout comme à M. Kwa Justin, sont des faits criminels. Ce ne sont pas des faits délictuels et ce sont des faits particulièrement graves. Le temps de la justice n'est pas celui des politiciens et nous, on ne rentre pas dans les considérations politiciennes. Il s'agit des faits criminels qui ont été instruits conformément aux règles contenues dans le Code de procédure pénale. Les personnalités condamnées subissent également des peines complémentaires. Sur une période de 5 ans, ils sont privés de leurs droits civiques et sont interdits de paraître sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de leur département de naissance. Et plus loin, les dirigeants du monde étaient réunis du 10 au 11 février dernier à Paris pour un sommet sur l'intelligence artificielle. La délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation était au nombre des participants. Le ministre Khalil Konaté, intervenant à un panel de haut niveau, a expliqué la politique et la position de notre pays en matière d'intelligence artificielle. Gabriel Zani, Aziz Ganiou, depuis Paris pour vous. Au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle au Grand Palais à Paris pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement, les experts de l'IA, les chefs d'entreprise ont voulu établir ensemble les fondements scientifiques, les solutions et les standards d'une IA plus durable centrée sur l'humain. C'est dans cette dynamique constructive que s'est élaborée la politique ivoirienne de l'IA, selon les explications données par Khalil Konaté, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, représentant le président de la République aux assises. L'intelligence artificielle, c'est l'innovation. Et cette innovation-là doit être utilisée au service des populations, des citoyens, et cela de manière éthique. Qui dit intelligence artificielle dit données. Qui dit données dit espace de stockage. Modestement, en Côte d'Ivoire, nous ambitionnons aujourd'hui de construire 5 data centers en Côte d'Ivoire, de sorte à stocker nos données sur le territoire national. Du Grand Palais de Paris au siège de l'UNESCO, le cœur des débats reste l'usage éthique de l'IA, tant il est vrai qu'elle représente à la fois des intérêts certains et des risques. Et l'Afrique, ainsi que bien d'autres États moins avancés en la matière, doivent y prendre toute leur place, trouver des opportunités dans cette révolution technologique. Dans cette salle de l'UNESCO, les délégations de différents pays ont partagé leurs pratiques de l'IA. Une avancée majeure a été réalisée avec la signature de la lettre d'intention avec la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation et l'UNESCO. Cet engagement a été renforcé par la nomination d'un point focal dédié à la mise en place d'une task force chargée de coordonner efficacement les initiatives en matière de développement d'intelligence artificielle éthique. La politique ivoirienne de l'IA a été impulsée par l'UNESCO. La Côte d'Ivoire est vraiment un acteur clé de développement de l'IA en Afrique, avec son engagement depuis le développement du numérique jusqu'à l'intelligence artificielle. Et la délégation permanente accompagne donc le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation dans cette aventure. L'intelligence artificielle s'invite partout et évolue à l'échelle mondiale. La responsabilité des États africains est dès à présent engagée pour protéger les données des utilisateurs, créer un écosystème favorable au développement de l'IA, installer des infrastructures adéquates et enfin former la jeunesse pour transmettre les compétences sur l'intelligence artificielle. Voilà, et loin de Paris, ici à Abidjan, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a reçu les lauréats du prix national d'excellence de la communication et des médias. Il faut dire que ces lauréats sont venus réitérer à leur ministère de tutelle leur reconnaissance et surtout affirmer leur engagement à œuvrer au développement du secteur de la communication en Côte d'Ivoire. Khalil Diomandi. Dans une démarche de gratitude,
Les lauréats de l'édition 2024 des prix nationaux d'excellence de la communication et des médias sont venus exprimer de vive voix leur reconnaissance au ministre de tutelle, Amadou Coulibaly. Par l'entremise de leur porte-parole, ils traduisent leur volonté d'œuvrer au rayonnement du secteur de la communication. Nous avons souhaité justement avec cette rencontre demander à être un peu plus présents dans l'accompagnement, dans la réflexion pour la promotion des médias et de la communication. Après la remise du prix d'excellence, il était important que nous puissions aussi mettre notre pierre à l'édifice et pouvoir accompagner donc le ministre qui nous a honorés devant la nation et donc faire un give back, on va dire, à notre pays. La démarche des récipiendaires est fort appréciée par le ministre de la Communication. Désormais vu comme des modèles, Amadou Coulibaly les exhorte à maintenir la flamme de l'excellence. Une fois qu'on a eu ce prix, on doit continuer de le mériter tous les jours. C'est une invitation à exceller davantage. Moi, je vous souhaite en tout cas une belle carrière dans vos domaines respectifs et que vous continuez d'exceller pour le bonheur du secteur. La soumission de candidature pour l'édition 2025 du Prix national d'excellence est ouverte depuis ce 10 février et s'achève le 30 avril prochain. Les candidats peuvent soumissionner via le site web www.prixdexcellence.gouv.ci. Oui, pendant qu'on excelle, on n'oublie pas de tisser la toile de la solidarité. Parlant justement du dimanche de la solidarité, c'est un concept du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté. Et pour cette année, c'est le village de Anna, dans la sous-préfecture de Bingerville, qui a accueilli le premier dimanche de solidarité de l'année 2025. 505 familles, vous allez le voir, ont été visitées par la ministre Miss Belmondo Dogo et son équipe. Le reportage de Michel Mambo. Une radio pour le doyen du village, Jean-Baptiste Akré-Aki. Un congélateur pour Marie-France Topé, veuve, mère de 7 enfants. Une canne pour maman Awa, également veuve, mère de 6 enfants. En plus de ses besoins spécifiques pour ses seniors, des vivres, des non-vivres et du numéraire. Le premier d'abord, c'est pour moi. Avec mon enveloppe, Dieu merci. Premier dimanche de la solidarité de l'année 2025. Honneur au 3e âge. Dans le village d'Annan, sous-préfecture de Bingerville, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, répond aux sollicitations du chef du village. Vous voyez la joie que vous avez apportée au village. Merci pour tous ces gestes et pour cette action que vous menez, Nancy. Dieu vous bénisse, que les actions continuent. Assistance aux personnes du 3e âge, mais également aux malades. Jacqueline Da, handicapée, mère de 6 enfants, bénéficie, elle aussi, de l'attention du gouvernement. Cette année, même pour pouvoir inscrire les enfants, c'est le chef du village qui m'est approché, nous parler. La fesse, ça part aussi. Mais tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est grâce à lui. Vraiment, il a dit merci. 5 ménages visités et après, cap sur la place du village. Au total, 505 familles vulnérables soulagées à ce premier dimanche de la solidarité de l'année 2025. Cette année, nous sommes en période électorale. C'est vrai que la solidarité, c'est notre activité quotidienne. Nous aurons plus d'actions sur la cohésion, mais la particularité cette année au niveau du dimanche de la solidarité, ce serait de mettre plus de jeunes en avant en termes de jeunes accompagnés avec l'appui du ministère de la Jeunesse. Des vivres, des non-vivres, au nombre desquels des broyeuses, des perceuses, des bassines et du numéraire à hauteur de 4 millions de francs CFA pour la communauté villageoise d'Annan. Miss Belmondo Dogo donne ainsi le ton d'une Côte d'Ivoire solidaire et paisible en cette année électorale.
Finir les études et trouver un emploi dans les meilleurs délais, ce n'est pas toujours chose évidente. Eh bien, la demande étant forte par rapport aux offres disponibles, pas facile de s'insérer après les études ou après une formation. Mais en attendant le boulot idéal, certains diplômés, vous allez le voir, ont choisi de mener de petites activités afin d'être autonomes et ils partagent ici leurs expériences. Diplômés et débrouillards, c'est un sujet que nous propose Rally Diomandi. À Trècheville, il se fait appeler le roi du Wanché. Ne même pas être la même. Allez, donc ça y est. En 2023, Samuel, diplômé d'une licence en génie civil et sans emploi, décide de se lancer dans le commerce du riz local, fait à base de haricots, appelé le wanché. Lui, dont le père rêvait de voir sur les chantiers, se retrouve aujourd'hui derrière marmites et casseroles. Un choix difficile à accepter par son géniteur. Surtout entendre les gens venir lui dire à chaque fois « ton fils est parti à l'école, tu as dépensé et puis il vend ». C'était beaucoup difficile pour lui au début. C'était toujours des histoires. Mais après, il a fini par comprendre. Avec passion et acharnement, Samuel est parvenu à se tailler une réputation dans le secteur de la restauration. Ses plats ravissent les papilles de plus d'un. Je ne sais pas ce que Dieu a mis dans ses doigts-là. Son wanché là, c'est plus doux que pour certaines femmes. Ceux même qui disent qu'elles sont femmes là même là. Souvent dans la cuisine des garçons là même, ça n'a rien à voir pour femmes. Il n'y a rien qui est réservé aux femmes. Hein. Avoir un homme vendre comme ça, c'est très bon. Et puis moi, je l'encourage toujours, il n'a qu'à continuer. Il ne faut même pas baisser les bras. Il est très courageux. Parce qu'il pouvait s'asseoir à la maison, parce que je n'ai pas eu travail au bureau. Mais non, il a décidé de venir faire ça. Et puis vendre de la nourriture, là, c'est pas facile. Hein. Chaque jour, ce sont 20 à 25 kg de riz que le jeune homme de 24 ans réussit à écouler. Certaines personnes sont assises dans les bureaux, mais ils ne gagnent pas plus que ce que je gagne. En ce début d'année, Samuel est rejoint dans son aventure par son ami Bakary. Lui également, diplômé en génie civil. Je remercie mon ami d'abord de m'avoir fait participer à son activité. Grâce à lui aujourd'hui, moi aussi, j'arrive à avoir un gagne-pain. Bintou Diarasuba fait aussi partie de ces jeunes diplômés sans emploi qui ont décidé de se créer leurs propres opportunités. Technicienne supérieure en ressources humaines, elle exerce depuis 2024 le métier de la livraison. Allô, bonjour madame. J'ai un colis à vous livrer. Vu que le marché de l'emploi est vraiment saturé, pour ne pas rester à la maison à ne rien faire, j'ai choisi de me lancer dans la livraison. Je n'ai pas informé les parents parce qu'ils allaient mal le prendre. Vu la manière dont les conducteurs roulent à Abidjan, c'est tellement risqué qu'ils n'allaient pas accepter. Au quotidien, Bintou parcourt à moto les rues de la capitale économique ivoirienne de 8h à 19h. Une activité pas si aisée et il faut faire avec l'incivisme sur les routes. Elle en a d'ailleurs fait les frais. En un an de livraison, j'ai été victime d'accident au moins 2 fois. C'est pas du tout facile. Je m'arrange toujours à avoir mon casque sur ma tête, avoir les rétroviseurs qui sont tellement importants, les freins, pour être vraiment en sécurité. Pour bien de personnes, Bintou est un exemple d'abnégation. Je n'ai jamais vu une femme faire livraison. Elle mérite d'être encouragée. Je la trouve très courageuse, voilà, très courageuse même. C'est-à-dire, ça même, il y a des garçons même qui n'arrivent pas à faire. Grâce à la livraison, Bintou est aujourd'hui autonome. Elle réalise un bénéfice journalier de 10 à 15 000 francs CFA. Ça me permet de couvrir mes besoins et tout. Le message que j'ai à l'endroit des jeunes diplômés qui sont à la maison, qui attendent d'être employés dans les bureaux, vous pouvez vous lancer dans les petites activités. Âgée de 26 ans, Bintou nourrit le rêve de devenir une spécialiste en gestion du personnel. Un rêve qu'elle s'est promis d'accomplir, peu importe le temps que cela lui prendra.
Voilà, des exemples de résilience, de courage qui inspirent. C'était un reportage de Khalil Diomondé. Et pendant ce temps, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, poursuit ses rencontres avec les acteurs du système éducatif. Je vous propose maintenant sa rencontre avec les responsables des comités de gestion des établissements scolaires COGES. La ministre Mariatou Koné a également échangé avec eux pour recueillir leurs préoccupations et surtout, elle a lancé un appel à la rigueur et à la bonne gestion des fonds alloués au COGES. C'est Forazeki. Les responsables des comités de gestion des établissements scolaires en charge de la gestion des fonds attribués aux établissements sont au centre de la polémique. Les 18,4 milliards de francs CFA alloués par le président de la République depuis 2020 pour soutenir les parents d'élèves doivent permettre de faciliter l'accès à l'éducation et d'améliorer le cadre scolaire. Pourtant, des dysfonctionnements sont constatés, détournement de fonds, mauvaise gestion et absence de transparence. Une gestion saine et rigoureuse s'impose donc. Tous les parents d'élèves doivent se mettre au travail. Les fonds du COGES ne sont pas faits pour aller faire de la bourgeoisie avec. C'est pour nos propres biens, c'est pour le bien-être de nos enfants. Donc tous les présidents COGES qui ont pour l'habitude de détourner les fonds du COGES pour aller faire du n'importe quoi avec, il faut que ça cesse. Ces plaintes sont légitimes. Parce que dans toutes les gestions, il y a des gestions de travers, il y a des manquements et la population à laquelle appartient l'école est en droit de pouvoir se plaindre de certaines dérives. Et je pense que cette rencontre était pour mettre les points sur les i pour que plus jamais des dérives soient observées. Mariatou Koné n'a pas caché son mécontentement. Elle a rappelé l'importance de ces fonds, suggéré que chaque centime doit servir à améliorer la qualité de l'éducation, tel que souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons souhaité rencontrer le COGES afin d'échanger avec tous les responsables du secteur, qu'ils comprennent que la mission qui leur a été confiée par le président de la République est hautement importante. Il y a eu beaucoup d'interprétations de ce texte du président de la République. Il y en a qui ont compris que ça veut dire que les parents d'élèves ne doivent plus rien faire, ce qui n'est pas vrai. Le président a voulu alléger les charges des parents, mais l'école ne peut pas fonctionner sans les parents d'élèves. L'école assure sa responsabilité, mais il faut que les parents assurent leurs responsabilités. Donc la rencontre d'aujourd'hui nous permet de clarifier certaines situations et de remettre la famille, le parent au cœur du dispositif. Parce que les COGES sont animés en région, dans les sous-préfectures, dans les villages, par les parents d'élèves. Face à cette situation, la ministre annonce la mise en place de nouvelles mesures de contrôle et d'évaluation pour éviter toute dérive et garantir une gestion saine des ressources. Une gestion responsable au service des élèves reste sa priorité absolue. Et dans l'actualité sportive, notez que le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des U17 et U20 a eu lieu aujourd'hui et la Côte d'Ivoire connaît ses adversaires. Chez les U17, les Ivoiriens retrouvent le Mali, l'Angola et une autre équipe issue des barrages. Pour la CAN U20, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, est logée dans la poule A. Le Mali, l'Angola est le deuxième représentant de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, sont les futurs adversaires de la Côte d'Ivoire aux phases finales de la CAN des moins de 17 ans. Pays hôte de la compétition, le Maroc est logé dans le groupe A en compagnie de l'Ouganda, la Zambie et la Tanzanie. Le groupe B est constitué du Burkina Faso, du premier représentant de l'UNIFAC, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Le groupe C est l'affaire du Sénégal, de la Gambie, de la Somalie et de la Tunisie. Le tournoi se tiendra du 30 mars au 19 avril 2025. Les deux premiers de poule accéderont au quart de finale ainsi qu'à la Coupe du Monde de la catégorie au Qatar. Au niveau de la CAN U20, la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la compétition logé dans le groupe A, connaît également ses adversaires. Il s'agit de la RD Congo, du représentant de l'UNIFAC, du Ghana et la Tanzanie. Le groupe B s'annonce très relevé avec 4 équipes de haut niveau. Le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc. Le Sénégal, tenant du titre, sera face à la Zambie, le Kenya et la Sierra Leone dans le groupe C. Les deux premiers et les deux meilleurs troisièmes de tous les groupes seront directement qualifiés pour la phase à élimination directe.
Rendez-vous donc du 26 avril au 25 mai 2025 en Côte d'Ivoire pour vivre des moments intenses du football africain. Et surtout pour célébrer la victoire des Éléphantos. C'était un reportage de Moyabi Diabaté. On va terminer par la R de Congo où les affrontements se poursuivent. Les combats s'intensifient, particulièrement au sud de Kivu, avec une nouvelle avancée des troupes rebelles. Conséquence, le nombre de déplacés augmente. La ville de Bukavu reçoit de plus en plus de réfugiés qui ont fui les villages du sud et nord Kivu. Le nombre exact n'est jusque-là pas connu, mais heureusement, la toile de la solidarité est tissée dans le pays. Une délégation composée des églises catholiques et protestantes a été reçue à Goma. Après Kinshasa, les religions ont poursuivi leurs consultations pour un pacte social, pour la paix et le vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Continuons de chérir la paix partout sans relâche. À très bientôt. Demain 20h, retrouvez Colloque Bali.